Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Consulting. Aujourd'hui, nous allons voir certaines questions posées dans des examens et des contrôles continus sur Sage Commercial. Donc, j'ai sélectionné euh, les principales questions posées fréquemment dans des examens et des contrôles continus. Je vais essayer de donner des réponses succinctes, précises et simples à comprendre. Donc, nous allons commencer toujours par la fameuse question: quelle est l'utilité du logiciel Sage Commercial? C'est quoi les avantages du logiciel Sage Commercial? Sage Commercial, c'est un logiciel qui va nous permettre de bien maîtriser et gérer la gestion commerciale, ou bien la chaîne commerciale, ou bien toutes les activités, les travaux de l'activité commerciale d'une manière optimale, efficace et automatisée. Le logiciel Sage Commercial va nous permettre aussi de réduire les erreurs et les oublis. Il va nous permettre d'assurer une bonne gestion des achats, des ventes, du stock et des règlements. Il va nous permettre d'analyser et d'exploiter les diverses situations et divers tableaux de bord nécessaires au pilotage et aux prises de décision au sein de l'entreprise. Ceci, c'est grosso modo les principaux points à donner comme réponse pour la question de l'utilité de Sage Commercial. D'autres questions concernent ce qu'on a vu déjà dans les différentes séances et les différentes vidéos précédentes, à savoir par exemple quels sont les endroits de paramétrage dans Sage Commercial. Quels sont les endroits ou bien les rubriques de paramétrage dans Sage Commercial? Généralement, on a deux: fichiers à propos de vos sociétés et options, d'accord, ou bien dans structure et on analyse des éléments à paramétrer comme famille d'articles, articles, nomenclature, comptabilité, plan comptable, taux de taxe, code journaux, banque, modèle de grille, code d'affaires, client, fournisseur, barème, glossaire, etc. Donc, on a dit qu'on a deux endroits. Le premier, c'est à propos de votre société. Donc, vous avez tout ce qui concerne l'identification de l'entreprise, les préférences, la comptabilité, les codes journaux, etc. Et la plus importante, c'est options. Donc, on a agenda, catalogue article, catégorie comptable, catégorie tarifaire, champ statistique, etc. Donc, il y a d'autres questions qui sont en relation avec ces éléments-là. Par exemple, il y a des questions que vous allez voir, comme, pardon, quelles sont les informations à paramétrer dans devise? Donc, si je clique devise, donc c'est l'intitulé, je mets le dirham et l'unité. D'accord? L'intitulé, généralement, c'est la devise. On va mettre par exemple euro. Ah, c'est l'euro. On va mettre l'intitulé, c'est euro. L'unité, c'est le symbole. Mais entrée. Le dirham, on va le changer. L'intitulé, c'est dirham. L'unité, c'est DH. Donc la réponse, c'est les informations à remplir, c'est l'intitulé, l'unité, et on donne des exemples: dirham, euro, livre sterling, dollar américain, dollar canadien, etc. D'autres questions: quels sont les avantages, quelles sont les informations à paramétrer dans mode d'expédition? Donc il s'agit de lister des exemples d'expédition. Donc l'intitulé, par exemple, c'est Royal Air Maroc. Le code, c'est la RAM. D'accord? SDTM, ONCF, transport assuré par le client, par le fournisseur, transporteur tierce, votre société qui va charger le transport de la marchandise vers le client, ou bien transport maritime, etc. Donc l'intitulé, le code, il faut nommer
les informations à paramétrer. D'autres questions. Les modes de règlement. Donc, quelles sont les informations à paramétrer? Quelles sont les informations qu'on va rentrer dans le siège commercial pour qu'il puisse calculer et pour qu'il puisse éditer les documents avec les modes de règlement automatiquement sans avoir le besoin de saisir à chaque fois qu'on veut éditer un document commercial. Donc, on commence par l'espèce qui est intitulée et son code ESP. Je saisis chèque, son code, lettre de change, son code, virement, son code. On peut même ajouter les codes journaux concernés. Espèce sera le journal caisse pour les clients et aussi pour les fournisseurs. Chèque, on va mettre aussi le code journal et le code journal de la banque, lettre de change et les virements. D'autres questions? Le pays. Donc le pays, c'est comme le Maroc, c'est l'intitulé et le code pays. Mettre par exemple l'Espagne, on va mettre le code ESP, etc. D'autres questions dans l'option structure banque, service contact, etc. Donc l'intitulé abrégé. Très bien. On va aller voir d'autres questions, ce qui concerne structure. Quelles sont les informations à remplir, à saisir pour une famille d'articles, pour paramétrer famille d'articles? Donc, je clique sur, par exemple, cet exemple, congélateur. Donc, on aura besoin d'informations relatives au code, le type, détail ou centralisé, l'intitulé, le catalogue, l'unité de vente, est-ce que par unité, kilogramme, etc., litre, etc., le suivi de stock, le moyen, la méthode du suivi de stock, est-ce que c'est le coût moyen unitaire pour intérêt, FIFO, LIFO, sérialisé, etc., ou bien aucun quand il s'agit d'une entreprise qui ne vend pas de marchandises, mais qui fournit des prestations de services. Cette question suivante, elle est posée. Dans quel cas on choisit aucun dans la rubrique suivi de stock quand on veut paramétrer famille d'articles? La réponse est qu'on n'utilise aucun lorsqu'il s'agit d'une entreprise prestataire de services et non pas une entreprise qui achète, stocke et revend. Autre élément à paramétrer, on a les comptes rattachés aux achats et aux ventes. Par exemple, pour les ventes, c'est 7111 ventes au Maroc et la TVA correspondante 44,55 TVA, état TVA facturé avec les taux. Même chose pour les achats, si compte rattaché, compte général 6111. Si on a un compte analytique, on va l'ajouter. Le compte 34,55, donc état TVA récupérable, donc c'est le taux C20 sur les charges, etc. Autre question, quelles sont les informations nécessaires au paramétrage des articles? On va choisir un article ici. Pardon. Donc, on aura besoin de la référence, désignation, de quelle famille il appartient, prix d'achat, coefficient pour dégager la marge commerciale, est-ce que c'est le prix hors taxe ou TTC, l'unité de vente, est-ce que c'est en kilos, en pièces, etc. Vous pouvez m'ajouter le glossaire, etc. Donc ça c'est le glossaire, c'est un texte descriptif d'un produit. Par exemple, si on a on vend des ordinateurs, le glossaire, c'est la description détaillée des caractéristiques de l'ordinateur, ou de l'article. Autre question posée, quelles sont les informations nécessaires pour paramétrer le taux de taxe? Tout simplement, c'est le code, on a TVF, le sens, est-ce que c'est déductible, récupérable, ou bien facturé. Ici, c'est collecté, c'est la France. L'intitulé, état TVA facturé ou bien état TVA récupérable. Le compte de la taxe, 44,55 lorsqu'il s'agit d'état TVA facturé. Et 34,55 de
est activé facturé, est activé récupérable lorsqu'il s'agit des charges. Le taux et les comptes rattachés. Là, c'est justement, est-ce que c'est à 100% taxable ou bien au prorata? Autre question. Quelles sont les informations nécessaires au paramétrage de la banque? Bah, c'est le nom, l'abrégé, c'est le nom de la banque, par exemple, Populaire. L'intitulé banque Populaire. Populaire, pardon. Autre information, c'est les contacts de l'agence, son adresse, téléphone, fax, email, site, etc. Et le relevé d'identité bancaire, c'est le numéro de compte bancaire de l'entreprise qui est composé par 24 chiffres. Ok, donc autre question. Client. Quelles sont les informations nécessaires au paramétrage du client? Donc si je clique, donc j'ai ici numéro de compte, l'intitulé, compte collectif 3421, le contact avec qui je vais communiquer chez le client, sa qualité, sa position, son poste, sa fonction, l'adresse, téléphone, etc. Sa banque, etc. Des modèles Word ou autres que je vais utiliser, agenda d'aller rendez-vous avec le client, etc. Même chose pour le fournisseur. Quelles sont les informations à paramétrer dans le fournisseur? C'est la même chose, le numéro de compte, l'intitulé, le compte collectif, les contacts, l'adresse, etc. Autre question. Le collaborateur. Le collaborateur, les principales informations, c'est le nom, prénom et la fonction, l'adresse, téléphone, etc. Et c'est quoi sa position? Est-ce que c'est un vendeur ou représentant? Est-ce que c'est acheteur? Est-ce que c'est caissier? Est-ce que c'est réceptionnaire? Ça se peut qu'il a puisqu'une fonction. Il peut être vendeur et réceptionnaire, ou bien vendeur et caissier, etc. Donc, d'autres questions? Quels sont les... comment dirais-je? L'autre fois, j'avais une autre question. Quels sont les états et les situations à exploiter dans le siège commercial? On va venir ici, on va regarder. On a l'analyse client, activité, rentabilité client, mouvement client, analyse fournisseur, les activités, les achats, etc., chiffre d'affaires réalisé avec le fournisseur, cadencier fournisseur, mouvement fournisseur, statistiques aussi pour les articles de stock, mouvement stock, l'inventaire, statistiques, tableau de bord, journal comptable, état libre, les relevés d'échéanciers, les fruitières, relevé des factures fournisseurs, les factures clients. D'accord? Donc, quoi d'autre? Quels sont les documents commerciaux? Donc, les documents commerciaux sont les documents des ventes, les documents des achats, les documents des stocks. Quels sont les principaux documents des ventes? On aura le devis qu'on va envoyer au client, le bon de livraison, la facture. Quels sont les documents des achats? Les principaux documents des achats, c'est demande d'un devis, c'est le bon de commande, bon de réception et bon de retour. Quels sont les documents des stocks? Donc, parfois c'est bon de réception, bon d'entrée, bon de sortie, bon de transfert. Donc, il y a une autre question qui se pose souvent, mais on trouve la difficulté à répondre à cette question. C'est ce qu'on appelle le circuit de l'activité commerciale. Le circuit de l'activité commerciale. On va le voir ensemble. Donc, circuit de l'activité commerciale. Voilà.
Parfois, on va l'appeler fonctionnement de la chaîne commerciale. Donc, la chaîne commerciale, tout d'abord, la chaîne commerciale, il a une composante. On va l'appeler composante de la chaîne commerciale, ou bien le cycle d'exploitation, ou bien la chaîne commerciale. Il y a tout d'abord les achats. On achète matière première ou bien marchandise. Et il y a le stock, on les stocke. Et après, il y a vente. Donc, les composantes de la chaîne commerciale, c'est les achats, stock et vente pour une entreprise commerciale. Pour une entreprise industrielle, achat de matières premières, stockage, transformation, production, fabrication et vente, ou bien parfois stocker et vendre. Ça, c'est les composantes de la chaîne commerciale. On va changer de couleur. Voilà. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est comment ça fonctionne, cette chaîne commerciale. Donc, on a deux acteurs primordiaux. Le premier s'appelle acheteur, c'est-à-dire le client. Et on a un autre ici qu'on va appeler vendeur et le fournisseur. Voilà. Là, la cellule, alignement, alors ça c'est l'acheteur, ok? Ça c'est le vendeur, qui est le fournisseur. On va oublier au fournisseur. Très bien. Donc, on va commencer par la première phase. Un acheteur, il va envoyer une demande d'un devis, c'est-à-dire le client, il désire acheter auprès d'un fournisseur des articles, des produits, la marchandise, et il désire connaître l'offre financière, les prix, les conditions de livraison et les modalités de paiement que va lui proposer le ou les fournisseurs à qui il va envoyer des demandes d'un devis. Donc, demande d'un devis, il est comme ça. Par exemple, ici, on a un client qui s'appelle Chesweri qui a envoyé une demande de devis à son fournisseur SmartVet, spécialisé dans la vente des vêtements. Donc, ce qu'il a dit dans sa demande: bonjour, priez de nous faire parvenir vos meilleurs prix relatifs aux articles suivants. Donc, il énumère les articles, leur désignation et les quantités désirées acheter. Bien sûr, on peut ajouter quelques informations, observations, comme les dates proposées pour la livraison, exigées par le client à respecter par le fournisseur. Donc ici, on a à peu près 19 articles que le client chez Sweri désire acheter auprès de son fournisseur SmartVet. Il a envoyé une demande, il va attendre la réponse. Donc SmartVet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre son client chez Sweri avec un devis. D'accord? Donc si je peux donner une définition une demande d'un devis, c'est un écrit, c'est un document écrit envoyé par le client à son fournisseur pour lui demander les prix relatifs à des articles que le client désire acheter. Ça, c'est la définition d'une demande d'un devis. Maintenant, la définition du devis que le fournisseur va préparer. Donc, un devis, c'est un document établi par le fournisseur et envoyé à son client. Ce devis, il contient les propositions financières, c'est-à-dire les prix des articles que le client désire acheter
avec bien sûr les modalités de paiement et les modes de livraison, bien d'expédition. Est-ce que la marchandise sera livrée par le fournisseur ou bien le transport sera assuré par le client par ses propres moyens ou bien on va faire appel à une autre entreprise tierce qui fournit les prestations de services de transport de marchandises. Ça, c'est un devis. Donc, on va revenir au schéma. On va insérer une forme. Voilà. Donc, la première phase, on a dit la première phase. La première phase, c'est quoi? On va mettre 1. Donc, envoyer une demande de devis. Très bien. Voilà. Ah, ok. Non, on va changer le couleur. Ah, celui-là. Donc, la première étape, c'est l'envoi par l'acheteur d'une demande de devis à son fournisseur. Donc, une fois le fournisseur il reçoit la demande de devis, il va répondre à cette demande par l'envoi d'un devis. Donc, on va choisir celui-là. Voilà. On va mettre copier, coller ici. Donc, phase numéro 2, envoyer un devis au client. Donc, on va changer un peu ici. On va mettre le vert. Très bien. Maintenant, quand l'acheteur reçoit le devis, il va voir est-ce que les prix sont raisonnables, acceptables, abordables. Sinon, il va contacter les fournisseurs ou bien le fournisseur pour négocier un petit peu un arrangement sur les prix. Donc, une fois que le fournisseur et le client sont arrivés à déterminer des prix définitifs, à ce moment-là, le fournisseur, pour qu'il puisse préparer la commande, il va demander à l'acheteur de lui confirmer son acceptation des devis définitifs par l'envoi d'un bon de commande. Donc, on va venir ici. On va choisir. On va mettre juste copier-coller. Copier. Coller. Voilà. Ça aussi. Copier. Ici. Coller. Donc, la troisième phase, mes amis, c'est envoyer un bon de commande. Donc, on va mettre acceptation. Et faites très attention, mes amis, ici. La définition d'un bon de commande, si jamais vous avez cette question dans les contrôles, les examens, un bon de commande, c'est un document établi par l'acheteur et envoyé à son fournisseur comme une confirmation de son acceptation du contenu, des termes du devis. En ce qui concerne les prix, les modalités de paiement, les conditions d'expédition, etc., etc. D'accord? Donc le fournisseur, il dit à son client, je ne vais pas préparer la marchandise si je ne reçois pas, par exemple, 50% du virement et en plus de ça, un bon de commande qui confirme que vous avez accepté les termes de mon devis que je vous ai envoyé suite à votre demande de devis. Très bien. Donc, une fois le fournisseur, il va recevoir le bon de commande, à ce moment-là, il va préparer la marchandise. Merci. Pardon. Attendez. Il y a deux ici, voilà. CTRL C, on va mettre ici, CTRL V.
Et fait. Donc, quatrième phase, mes amis, c'est préparation. On va mettre directement livraison de la marchandise avec bon de livraison. Ou bien bon de livraison avec la facture. Facture. La facture. Voilà. Très bien. Donc, la dernière phase du circuit de l'activité commerciale ou bien de la chaîne commerciale va se jouer chez l'acheteur. Ici, on va mettre attendez, la phase 5. Voilà. Numéro 5. Donc, au numéro 5, on aura pas mal de tâches que l'acheteur va faire. Normalement, quand l'acheteur va recevoir la marchandise, il va prendre le bon de commande, il va prendre le BL ou bien la facture, et va comparer ces documents-là avec le physique, la marchandise elle-même, avec les produits eux-mêmes, avec les articles reçus. Il va se poser la question, est-ce que les articles que j'ai commandés sont effectivement ceux que j'ai devant moi? Donc, il va faire ce qu'on appelle, on va mettre un tiret, donc vérification, on va mettre contrôle et vérification de la conformité de la marchandise. Très bien. Ça. Deuxième chose. Deuxième élément à faire, deuxième action à faire. Donc, une fois j'ai contrôlé et vérifié la conformité de la marchandise, Donc, deuxième chose, donc, si c'est par exemple tout est OK, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, établir un bon de réception et signer la copie du BL à faire. Du bon de livraison à faire retourner au fournisseur. Ça veut dire preuve de la livraison de la marchandise client. Voilà. Très bien. Très bien. Maintenant, si on a un problème, ça veut dire soit la marchandise, soit les articles livrés et manque pas mal d'articles, ou bien il y a des articles
qu'on nous a livrés, mais qu'on n'a pas commandés. Ou bien, il y a des articles commandés, et effectivement, ils sont livrés, mais dans de mauvais états. C'est-à-dire des articles endommagés, abîmés, euh, défectueux, etc. C'est-à-dire des articles qu'on ne peut pas accepter. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va, sinon, s'il y a un problème, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va établir quand même un bon de réception. Ce sera pas long. On va établir un bon de réception. D'accord? On va établir en plus de ça un bon de retour. Quand même, les articles que je ne vais pas accepter, c'est normal que je vais les faire retourner à mon fournisseur avec un bon de retour qu'une copie sera signée par le transporteur. Plus, je vais signer la copie du bon de livraison, mise à jour, parce qu'il faut mettre à jour les informations du bon de livraison. Je viens sur le bon de livraison et je vais faire indiquer les informations que j'ai décelées en ce qui concerne l'état de la marchandise. C'est-à-dire, je vais mentionner sur le bon de livraison, tel article il est reçu, c'est bien, c'est correct. Tel article reçu, mais en mauvais état, donc il sera retourné, etc. Donc, on a dit établir un bon de réception, établir un bon de retour et signer la copie du bon de livraison mise à jour à faire retourner aussi, retourner au fournisseur. Attention mes amis, le bon de réception, on ne le retourne pas, on n'envoie pas une copie pour le fournisseur. Il y a beaucoup de gens qui donnent des réponses pour le bon de réception, comme quoi une copie sera envoyée au fournisseur. Non, c'est faux. Je vais essayer de vous faire une petite récapitulation des définitions des documents commerciaux utilisés. Donc, un devis, une demande de devis, c'est un document établi par le client et envoyé à son fournisseur pour demander les prix des articles qu'il désire acheter auprès de lui. Un devis, c'est un document établi par le client, par le fournisseur et envoyé à son client, dans lequel il propose les prix des articles qu'il désire acheter, avec les modalités de paiement bien sûr et les conditions de livraison ou d'expédition. Le bon de commande, c'est un document établi par le client, l'acheteur, envoyé à son fournisseur qui est le vendeur pour lui confirmer son acceptation de son devis. Le bon de livraison, c'est un document établi par le fournisseur et envoyé avec la marchandise à son client. Le client doit absolument signer une copie de ce bon de livraison et le faire retourner à son fournisseur comme justification, comme preuve que la marchandise a été bel et bien livrée au client. Le bon de réception, c'est un document établi par le client, surtout le magasinier, après avoir contrôlé et vérifié la conformité de la marchandise. Ce document qui est le bon de réception, c'est un document qui confirme l'entrée de la marchandise au stock. D'accord? Le bon de retour, c'est un document établi par le client suite au retour des articles, des produits ou bien d'une marchandise défectueuse, abîmée, endommagée, etc. au fournisseur. Le livreur, le transporteur qui a livré la marchandise devrait normalement signer une copie du bon de retour comme quoi les articles à retourner ont été bel et bien envoyés avec le transporteur chez le fournisseur. Donc, voici mes amis, la description de la chaîne commerciale. Donc, une petite récapitulation très vite avant de vous laisser. Donc, l'acheteur envoie une demande de devis. D'accord? On a vu ça. Ça, c'est le devis. Demande de devis.
Le fournisseur, il répond avec un devis. Le voici. D'accord? Il va lui dire, tiens, voilà les articles que vous désirez. Voilà les articles que vous désirez. Voilà les prix que je vous propose. Voilà le montant total hors taxe, la taxe et le net à payer TTC. Le client, à ce moment-là, il doit confirmer son acceptation des termes du devis en envoyant un bon de commande. On va le voir, ça c'est le bon de commande envoyé par un client à son fournisseur qui reprend le contenu du devis pour exprimer son acceptation et sa confirmation des contenus du devis. Après avoir reçu le bon de commande, le fournisseur, tout simplement, il va préparer la marchandise. Il va la livrer avec un bon de livraison ou bien avec un bon de livraison et accompagné d'une facture. Ça, c'est le BL. Généralement, les fournisseurs, ils ne livrent pas, ils ne remettent pas le BL avec les prix. C'est question de confidentialité des prix. Donc, il envoie la marchandise, désignation, les quantités à livrer. Et enfin, on a la facture que le fournisseur a établie pour son client. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera d'une grande utilité lors de passation des examens et des contrôles. Je vous souhaite bon courage, bonne chance. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.